Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité et surtout de votre intérêt. Nous allons ce matin aborder un sujet assez intéressant, mais aussi préoccupant. Il s'agit de l'éducation. L'émission s'inscrit dans le cadre de la parution de cet ouvrage du professeur Augustin Nelson, baptisé « Sens de l'école et rapport au savoir en Haïti ». Monsieur Augustin, bonjour. Merci d'accepter d'être avec nous. Monsieur Nelson, alors bonjour. Merci d'accepter d'être avec nous à Métropole ce matin. Bonjour, Monsieur Théodore. Bonjour aux amis, auditeurs et téléspectateurs de Radio Télémétropole. Alors rapidement, je précise que vous êtes auteur de ce livre, mais en guise de formation, permettez rapidement que je rappelle que vous détenez un doctorat en sciences de l'éducation et Université Lumière à Lyon, en France. Oui. Vous avez fait des études en psychologie à l'Université Lumière, et à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire. Et vous êtes aussi un religieux éducateur. Éducateur, tout à fait. Vous avez fait un drôle de constat sur l'éducation haïtienne, sur l'école haïtienne aujourd'hui? Effectivement, c'est à partir du constat de la réalité actuelle de l'éducation en Haïti que, dans mes études, j'ai lu un auteur qui a fait un travail sur le plan sociologique qui est très intéressant. Il s'appelle Pierre Bourdieu, sur la reproduction. Dans les années 60, la France confrontait un problème social majeur sur lequel ce sociologue-là, Pierre Bourdieu, a éclairé l'ensemble de la nation à partir du travail qu'il a fait sur la reproduction. Il a essayé de montrer dans son travail que dans l'organisation de la société, il y a un système qui est mis en place qui permet à la classe dominante ou bien à la classe possédante de toujours réussir et aux enfants qui sont nés dans la classe possédante de toujours réussir et ceux qui sont dans les classes populaires de toujours d'être destinés à gonfler la classe des ouvriers. Alors, à partir de cette recherche, il a fait bouger la société française et a donné ce qu'on a... Enfin, je ne vais pas raconter l'histoire de la France, mais ce qui a donné autour de 1968, c'est cette révolution, cette prise en charge de l'éducation qui a permis un travail de base pour arriver à rendre l'éducation égalitaire et avoir un système démocratique, égalitaire et laïque qui permet à toutes les couches d'arriver à accéder à l'école et à évoluer. Donc avoir les mêmes chances. Avoir les mêmes chances, donc l'égalité des chances. L'égalité des chances. Alors, mais ensuite, pour la mise en contexte... Juste avant la mise en contexte, professeur, je suis surpris de voir que les explications fournies vont dans le sens d'une conférence à laquelle j'ai assisté par deux professeurs haïtiens qui ont eu à dire que ce que nous autres haïtiens nous considérons comme l'échec du baccalauréat haïtien n'est pas véritablement un échec, c'est plutôt une réussite. Mais réussite pour qui? Pour les décideurs, les dirigeants, étant donné que la façon dont ils ont conçu le baccalauréat, il ne devait pas y avoir beaucoup de gens à passer des examens avec brio. Justement, c'est le système tel qu'il est conçu, et je l'ai décrit dans mon livre, il ne donne pas la possibilité à l'ensemble de réussir, dans le sens qu'il ne prend pas en compte la pluralité des connaissances, la pluralité des savoirs. Donc, pour la mise en contexte, donc après avoir lu ces travaux de Pierre Bourdieu, et je me suis posé la question, mais en fait, en réalité, qu'est-ce qui arrive pour ces sujets-là dans la société française qui arrivent à
rentrer à l'école, même si on sait qu'ils viennent des milieux populaires, d'après les statistiques, ils sont destinés à échouer, mais il y en a qui réussissent, et même avec brio. Et il y en a d'autres aussi de la catégorie des classes dominantes, on pense qu'ils sont destinés à réussir, mais qui échouent quand même. Alors la question qui me vient en tête, mais qu'est-ce qui se joue à l'intérieur de ces jeunes-là, dans leur histoire personnelle, qui les pousse à investir l'école et à investir le savoir. Donc, c'est vrai que sur le plan statistique, les chiffres peuvent monter une sorte de corrélation, mais est-ce qu'il y a un rapport de cause à effet? Donc, c'est cet aspect-là que je prends en compte pour mener une recherche à partir d'une notion que je trouve englobante que la notion du rapport au savoir. Cette notion a pris naissance également à partir de la sociologie critique et la psychanalyse pour analyser le rapport d'un apprenant en situation d'apprentissage en fonction non pas de son milieu d'origine, en fonction non pas des prédestinations que les statistiques font de lui, mais en fonction de ce que lui-même il a vécu comme personne singulière en situation d'apprentissage, puisque chacun a une histoire et son histoire fait qu'il investit ou pas l'école. Ses expériences également. Et j'ai essayé de comprendre qu'est-ce que ça veut dire pour ce jeune-là d'aller à l'école, de travailler ou de ne pas y travailler, de réussir ou de ne pas y réussir. Est-ce que vous êtes en train de préconiser une école universelle? Une école universelle où l'égalité des chances existe? Parce que là, les références que vous avez évoquées là, par exemple, parlent de l'école française. Justement, pour arriver à l'école haïtienne. À l'école haïtienne. Donc, c'est ça, toujours dans la ligne de ce que j'étais en train d'expliquer, c'est que je me suis saisi de cette notion. J'ai mené une étude d'abord en France avec les jeunes Français, les jeunes du collège. Le collège en France, le niveau collège, il faut comprendre, c'est différent d'Haïti. Le niveau collège, c'est après l'école primaire, jusqu'en 4e, enfin, nous n'avons plus le 4e, jusqu'en 9e, mais ils n'ont pas le système 9e, mais privé ou public, ça s'appelle collège. Donc, le lycée part de la 3e jusqu'en terminale. Donc, je fais la précision pour comprendre avec quel groupe j'ai travaillé. Donc, j'ai travaillé avec les jeunes en France pour comprendre quel est le rapport au savoir, quel est le sens de l'école, quel est le mobile qui les pousse à investir l'école et le savoir. Mais étant donné que j'ai trouvé ce concept englobant et intéressant, je me dis pourquoi pas, j'ai fait la transposition en Haïti, où j'ai fait d'abord une étude avec les élèves de 3e et de seconde, pour comprendre, pas dans le cadre d'une étude comparative. Non, la disparité est trop grande. Oui, et puis chaque pays a sa propre réalité. Sa propre réalité. Mais c'est pour montrer l'opérationnalité d'une notion, cette notion de rapport au savoir, pour comprendre le sens de l'école en Haïti. Après, le groupe de 3e et de seconde, j'ai continué et avec le même sujet où j'ai travaillé avec les élèves de première et terminale. Et c'est cette dernière recherche qui a donné naissance à cet ouvrage que je présente au public, Sens de l'école et rapport au savoir en Haïti. Partons maintenant de l'école et son sens. C'est quoi? Justement, le sens de l'école, quand on prend la notion du sens, il faut voir 3 dimensions. La première dimension, c'est qu'est-ce que ça veut dire pour un Haïtien, l'école? Qu'est-ce que ça veut dire pour un parent? Vous savez que le taux de chômage est très élevé en Haïti. D'après les dernières statistiques, sur chaque 100 Haïtiens, il y a 51 qui ne travaillent pas. Et peut-être que c'était depuis 2009, peut-être que ce chiffre a augmenté puisque les conditions sociales ne s'améliorent pas. Et en dépit des difficultés, les Haïtiens se sacrifient, les parents se sacrifient pour envoyer leurs enfants à l'école. Qu'est-ce que ça veut dire pour eux, l'école? Le deuxième niveau du sens de l'école. Vous avez la réponse? C'est ce que j'ai essayé de traiter dans l'ouvrage, mais on va en parler après. Le deuxième niveau de la question du sens, mais c'est une question d'orientation. Donc je cherche la direction. Dans quelle orientation on oriente l'école?
quelle école pour quelle société? Quelle jeunesse pour quelle société? Et la troisième considération qu'on peut faire... On pourrait dire aussi quel professeur? Quel corps professoral pour faciliter ce rapport au savoir des jeunes. Et le troisième niveau, c'est une question d'ordre. Comment s'organise l'école? Comment se présentent les savoirs? Comment les curricula présentent le savoir pour que ça soit accessible aux apprenants? Pour ne pas que ça soit des savoirs encyclopédiques qui sont coupés de la réalité du jeune, qui sont jetés en vrac et que le système fonctionne comme si, bon, l'école est dure, tant pis pour les nuls. Maintenant, permettez que je revienne à l'état des lieux. La situation est comment en Haïti aujourd'hui, à votre avis? Justement, selon vos recherches, évidemment. Selon ce que je trouve, effectivement, dans les différentes observations et études, puisque je suis professeur à l'université, professeur d'école également, donc je suis au cœur de la réalité, je suis un chercheur en action. Je comprends, j'approche un peu la réalité de l'école haïtienne et je comprends que l'école haïtienne, dans son fonctionnement actuel, est une école qui continue à diviser, à trier et à perpétuer les inégalités. Pourquoi je le dis? Parce que éducation comme service public, on n'a pas un système éducatif qui est piloté. On a une école plurielle et on n'a pas un socle commun. Pas d'uniformité. Pas d'uniformité. Enfin, l'uniformité, on va jamais la trouver. Mais il faudrait... Non, mais au niveau du système. Au niveau du système, il faudrait un socle commun de base uniforme pour faciliter beaucoup plus d'égalité. Mais en réalité, on voit c'est pas ça qu'on voit dans le système tel qu'il fonctionne actuellement. On voit un système morcelé avec un contrôle qui laisse à désirer et une direction qui n'est pas bien orientée dans le sens que il n'y a pas de continuité dans les affaires de l'État et les réformes, il y a des réformes extraordinaires qu'on entreprend, ça ne réussit pas parce qu'il y a un manque de continuité, et ceci depuis la fondation de l'État-nation, depuis l'origine, puisque depuis Dessalines, avec sa volonté de créer une école dans chaque district militaire du pays, après sa mort, le projet a fait long feu. Maintenant, durant toute l'histoire tumultueuse de l'école haïtienne, jusqu'à présent, nous évoluons dans un contexte où l'école n'arrive pas effectivement à répondre à sa mission essentielle qui consiste d'adapter l'homme haïtien à sa société, de faciliter que la socialisation de nos jeunes. Donc, pourquoi? Parce que c'est un système foncièrement inégalitaire. Et aussi le lien... Et dès sa conception, il a toujours été ainsi dès sa conception. Dès sa conception, on a vu malgré... Jusqu'à sa maturité. Maturité, non, on ne peut pas parler de maturité, puisque jusqu'à présent, on n'arrive pas à trouver un système unitaire capable... Même 200 ans après. Même 200 ans après, parce que depuis l'origine, on a vu qu'il y a eu de très belles réformes qui ont été entreprises, mais qui n'ont pas eu d'effet escompté parce qu'il n'y a pas eu de continuité. Donc pas d'évolution depuis, c'est encore justement, période de tâtonnement, balbutiement. De tâtonnement, balbutiement, qui fait que jusqu'à présent, on cherche encore à revenir sur une réforme extraordinaire qui a été entreprise la dernière par Bernard. Une réforme extraordinaire, oui, mais il y a déjà 30 ans. Donc je pense qu'il faut penser une réforme du système éducatif en Haïti pour aujourd'hui. L'idée devrait venir de qui? Moi-même, personnellement, je prône que cette idée vienne des forces vives du pays. Il faut que la société haïtienne se saisisse de cette question importante qu'est l'éducation
pour que l'éducation revienne au centre de débat et que la société se mobilise sur la question de l'éducation pour offrir au peuple, aux jeunes générations, une école républicaine qui offre un socle commun, égalitaire pour tout le monde, qui permet, dans chaque institution scolaire, il y a un espace approprié. Qu'est-ce que j'appelle espace approprié? Un espace dans lequel il peut y avoir des élèves en situation confortable d'apprentissage et aussi des enseignants compétents, épanouis, satisfaits dans leur travail. Parce que faire de l'éducation, c'est aussi de l'interaction, de personne à personne. Le métier de l'éducation, c'est un métier foncièrement humain. On ne peut pas faciliter l'interaction harmonieuse, on ne peut pas éduquer au vivre ensemble harmonieux avec des gens frustrés, des gens aigris, des gens qui sont mal dans leur peau, ou bien des gens qui choisissent cette profession par défaut. Il faut un corps professoral qui soit mis dans des conditions où les professeurs sont épanouis. Pour que les professeurs soient épanouis, il faut créer les conditions. Les conditions, on peut les créer, il suffit d'y penser. Il faut également un savoir reformaté, puisque les curricula, tels qu'ils sont actuellement, on ne peut pas dire ça répond à un idéal pour permettre une adhésion à l'école et au savoir. Donc il faudrait reformater les curricula pour que les enseignements qu'on donne à l'école répondent aux besoins de la société. Merci Augustin Nelson. Vous êtes, je rappelle, l'invité de la rubrique Le Point et vous nous parlez à l'occasion de la sortie de votre ouvrage « Sens de l'école et rapport au savoir en Haïti ». On va observer la pause. Au retour, on va essayer d'aller encore plus loin dans les questions que l'on pose ou que l'on se pose aujourd'hui. Merci encore une fois. Merci à vous aussi. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le temps de la pause. Et à tout de suite. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de votre intérêt. Vous suivez la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le professeur Augustin Nelson est notre invité aujourd'hui. Je veux bien vous demander, monsieur Nelson, de me dire si vous en avez les données, évidemment. À votre avis, si on peut parler de personnes éduquées en Haïti, quel pourrait être le pourcentage de gens éduqués aujourd'hui en Haïti? Malheureusement, je n'ai pas les chiffres en tête actuellement, mais ce que je peux dire, c'est que pour le système éducatif en Haïti, il y a un problème très sérieux. Parce que si vous prenez 60% des enfants quittent le deuxième cycle de l'école fondamentale sans pouvoir lire et écrire correctement. Et il y en a, bon, je n'ai pas de pourcentage effectivement pour la suite, mais cependant, arrivé en classe de terminale, après la terminale, il y a beaucoup qui quittent le système et qui ne sont pas fonctionnels à l'écrit, qui n'arrivent pas à avoir un texte en main, de le lire et de l'interpréter, qui n'arrivent pas à produire un texte minimal, un texte ordinaire, écrire une lettre, formuler une demande clairement, etc. Et ça, et en conclusion ou en résumé, le système ne produit que des ratés, des lettrés, pas des lettrés, mais des ratés. On ne dit pas qu'il ne produit que des ratés, mais il y a beaucoup trop de personnes qui quittent le système et qui n'ont pas la compétence minimale pour être fonctionnelles dans la vie ordinaire à partir de l'écrit, à partir de la lecture. Et quand on est en dehors de la lecture, on est en dehors de beaucoup de choses, de la culture et des interactions avec les autres. On ne peut pas être un pays qui soit compétitif si on ne se donne pas les moyens d'initier son peuple à la lecture, de faciliter des interactions à partir des productions écrites. Le constat serait différent si je vous posais la question, par exemple, à propos de personnes instruites.
Parce que là, on parlait de personnes éduquées il y a quelques instants. Justement. Mais c'est ça, là, le problème de... Enfin bon, de toute façon, les deux marchent de pair, l'instruction et l'éducation. Si vous êtes un homme très instruit, vous avez des connaissances illimitées et que vous êtes mal éduqué, donc vous n'êtes pas recevable en tant que personne. C'est pour cela que c'est l'éducation, non? C'est l'éducation qu'il faut prendre dans son ensemble avec l'instruction et aussi la socialisation, puisque ce qui me permet d'être en relation, en interaction avec vous aujourd'hui, c'est notre capacité d'avoir un code, on le respecte et puis on arrive à rentrer en interaction. Donc ça, c'est l'éducation. C'est l'éducation, bien sûr. Donc même si je venais ici avec tous les savoirs qu'il y a au monde, mais s'il n'y avait pas cette possibilité, je n'allais pas pouvoir rentrer ici et vous parler. Donc ce que je veux dire, c'est que les deux doivent marcher de pair, on ne peut pas les séparer. Il n'y a pas une barrière étanche entre les deux. Mais c'est sûr que pour les gens instruits, oui, il y en a en Haïti, il y en a beaucoup, bien sûr. Quel est l'atterrissage pour faire les choses autrement ou bien pour faire les choses correctement? Ça, c'est à discuter, mais il y en a dans Et si l'on essaie, par exemple, d'amener le sujet à la portée de tous ceux qui nous suivent pour l'instant, est-ce que l'on peut dire que les problèmes auxquels on fait face aujourd'hui seraient donc la conséquence de cette mal-éducation ou encore mal-instruction? Justement, ça a un rapport direct, puisque... Et vous savez que le problème est infini, dans le sens que entre la société et l'école, il y a un lien filial. Lorsque la société a de la fièvre, l'école est fébrile. Lorsque la société est armée, l'école tousse. Ce qui signifie qu'avec tous les problèmes qu'on a, que ce soit sur le plan sociopolitique ou économique dans le pays, nous avons une société qui agonise. Donc, vous voyez quel est l'état de son école, puisque entre les deux, il y a un lien viscéral, il y a un lien filial. Donc, l'école et les problèmes de la société sont répercutés dans l'école et sur l'école. Dans le sens que à l'école, les mêmes problèmes qu'on retrouve dans la société ne restent pas seulement au portail, pénètrent à l'école, rentrent à l'école. Alors qu'à l'inverse, il revenait à l'école de former des citoyens pour avoir une autre mentalité, pour développer des comportements citoyens, pour former de jeunes citoyens capables de prendre la relève demain avec beaucoup plus de moralité. Mais ce qui arrive, c'est qu'il y a tellement de distance entre ce qui est enseigné à l'école et ce qui se vit dans la société qui fait que le problème demeure infini parce que l'école, son but, c'est d'adapter la personne à sa société. Et quand il y a un décalage aussi grand entre l'école et la société, c'est sûr que ça va nous donner les résultats qu'on a aujourd'hui. La question du sens, le sens du savoir, le sens de l'école, quel est le sens de ce que l'on apprend? On apprend des choses par cœur, oui, on peut réciter des choses, oui, mais est-ce qu'on les maîtrise? Est-ce que ça a une répercussion sur son comportement dans la société? C'est là le grand problème. Alors on peut rapidement comprendre le comportement de ceux qui ne vont pas du tout à l'école. Même ceux qui vont à l'école, parce que la question de l'intégration du savoir. Alors, c'est ce que j'essaie de vous dire. Oui, tout à fait. En dépit du fait que certaines catégories, certains gens aient la possibilité d'aller à l'école, eh bien, on a les résultats que l'on a. Il y a un manque d'intégration du savoir. On apprend les choses, on connaît les choses, mais c'est comme si ce n'est pas pour les appliquer. Votre ouvrage, Sens de l'école et rapport au savoir, est dédié ou destiné à quel public, à quel secteur? Les apprenants, les professeurs? Donc, c'est un ouvrage qui peut intéresser tout le monde. Il suffit que vous êtes haïtien et que vous portez des préoccupations par rapport à la société haïtienne. Cet ouvrage peut vous intéresser. D'abord, les enseignants. Les enseignants
ils peuvent... Qui malheureusement ne nous suivent pas pour l'instant, ils sont à l'école. Mais ils auront l'occasion de voir la reprise et même sur Internet, heureusement. Donc, les enseignants, ils peuvent s'y référer pour voir comment les élèves perçoivent, puisque dans l'ouvrage, j'ai interrogé des élèves, j'ai analysé leurs propos pour voir comment les élèves perçoivent leur rapport avec eux, comment se font les interactions en salle de classe. Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit en résumé? En résumé, les élèves résument le rapport à l'école avec le rapport avec l'enseignant. Qu'est-ce qu'un bon enseignant? On voit que c'est très relationnel dans les propos des élèves. Qu'est-ce qu'un bon enseignant? Pour la majorité des élèves que je questionne, que ce soit ici en Haïti ou dans mes recherches en France, un bon enseignant est celui qui est capable de nous écouter. Un bon enseignant est celui qui est celui qui ne fait pas que parler, qui parle, mais c'est celui qui nous écoute et qui nous comprend. Donc, les jeunes sont très fixés sur le relationnel. Donc, le livre peut intéresser les parents. Les parents peuvent chercher à voir qu'est-ce que les enfants, comment se font les interactions au sein de l'école, quel est l'état des lieux du système éducatif en Haïti, quelles sont les questions, puisque dans ce livre, il n'y a pas un ensemble de solutions que je propose, mais il y a de manière nouvelle que je soulève des problèmes de l'éducation en Haïti pour susciter une réflexion. Le livre peut aussi intéresser les étudiants en sciences humaines et sociales. Les étudiants en sciences humaines et sociales ont dans ce livre un modèle puisque j'ai décrit le cheminement scientifique que je fais pour arriver aux conclusions auxquelles j'aboutis. Donc, les étudiants en sciences humaines et sociales peuvent se référer à cet ouvrage pour avoir un modèle de cheminement scientifique dans leurs travaux intellectuels, dans leurs travaux à l'université. Et le contenu de l'ouvrage? Dans le contenu de l'ouvrage, j'aborde la question de l'école. J'ai fait une partie théorique où j'ai développé les différentes notions que j'aborde dans l'ouvrage. Ensuite, je fais le décryptage pour donner le cheminement méthodologique que j'ai suivi pour aboutir aux conclusions auxquelles j'aboutis. Et j'analyse les propos que je recueille des élèves en situation d'apprentissage et je tire des conclusions en fonction de la grille d'analyse que j'ai développée dans ce travail. Je tire des conclusions. En fonction de ces conclusions, je donne des perspectives, je donne des pistes de réflexion. Je ne donne pas des solutions, mais je donne des pistes de réflexion capables d'aboutir à une nécessaire refonte du système éducatif haïtien. La finalité de l'ouvrage et ce que je voudrais vraiment insister pour que tous les gens qui me comprennent, qui me regardent actuellement et m'entendent et m'écoutent comprennent, c'est qu'il faudrait qu'il y ait cette prise de conscience. Cette prise de conscience passe par l'ensemble des contributions des chercheurs qui font des efforts pour aider à penser un système unifié pour Haïti. Quelle est la place des revendications des syndicats dans cet ouvrage? Je vais parler de revendications récurrentes des syndicats en Haïti. Et justement, les syndicats ont toujours des revendications très justes, dans le sens qu'ils réclament de meilleures conditions pour les enseignants. Et c'est ça que je dis aussi. Il ne peut pas y avoir d'enseignants épanouis dans une situation où les besoins élémentaires ne sont pas satisfaits. Il ne peut pas y avoir d'enseignants satisfaits où les conditions élémentaires ne sont pas réunies. Il ne peut pas y avoir d'enseignants satisfaits, épanouis, qui puissent créer des interactions avec les étudiants dans des conditions où l'enseignant lui-même n'est pas en position d'être épanoui en lui-même et de créer des interactions harmonieuses. Donc, certaines revendications en matière de conditions des enseignants, bien sûr, retrouvent un écho, pas directement, puisque j'en parle pas, mais j'aborde la question des enseignants et la valeur de ce métier qui n'est pas
prise en compte dans la société, qu'il faut revaloriser le métier enseignant et il faut aussi redonner un autre format à la formation des enseignants. On a besoin des enseignants formés, appropriés au système pour avoir une nouvelle société. Oui, mais l'école n'est pas uniforme, malheureusement, vous l'avez dit déjà. L'école n'est pas uniforme, mais ça ne doit pas rester comme ça. On doit... Oui, mais comment le faire quand on sait comment peut-on y arriver quand on sait qu'une grande partie de ce qui représente l'école haïtienne est privée? Et c'est pas là le problème. Le problème, enfin oui, en quelque sorte oui, mais le problème est que l'État doit se saisir de la question et de créer le cadre pour que l'éducation de base soit de qualité dans les différentes écoles, dans toutes les écoles, et aussi que ça soit accessible à tout le monde. Et les écoles borlettes. Justement, c'est ça qu'il faut éliminer, puisque quand j'ai parlé tout à l'heure... Justement, on va parler de la question. Quand j'ai parlé tout à l'heure de cadre approprié pour le fonctionnement d'une école, faire fonctionner une école signifie qu'on reçoit des jeunes à qui on donne une formation. Ça nécessite au moins la prise en compte des éléments de base. L'infrastructure, les infrastructures pour la croissance de la jeunesse, les infrastructures sportives et aussi un terrain de jeu minimum pour l'épanouissement de la jeunesse et également la possibilité d'avoir des enseignants qualifiés dans les salles de classe et la capacité d'une supervision pédagogique capable de faciliter un enseignement de qualité. Mais ça, c'est quelque chose que l'État doit se saisir et exiger que dans toutes les écoles, il y ait au moins ce minimum. Mais pour arriver effectivement à cette refonte du système, bien sûr, ça ne va pas venir du ciel. Il faut que la société se mobilise sur la question de l'éducation. Il faut que aussi la politique s'y mette, mais pas la politique politicienne de la manière dont ça se fait actuellement, pour des intérêts spécifiques, personnels. Non, un débat parlementaire, par exemple, qui peut créer le cadre légal pour faciliter et exiger ce socle commun de base obligatoire pour tout le monde. Un débat parlementaire avec des parlementaires dignes de ce nom, capables de créer un cadre qui facilite la prise en compte de la pluralité des intelligences. On n'a pas d'autre choix, on doit y arriver. Sinon, nous vivons dans un monde qui devient de plus en plus compétitif. Si nous ne prenons pas en compte notre système éducatif, nous allons être toujours dans l'assistanat, puisque nous ne pouvons pas rentrer dans la compétitivité en enseignant comme on enseigne aujourd'hui. Parce que si vous voyez tous les contenus qu'on enseigne, si on ne les révise pas pour les adapter à la réalité du monde actuel et du pays, c'est sûr qu'on va continuer à rabâcher, par exemple, l'enseignement scientifique. On ne peut pas sortir de là. On doit sortir de la culture de l'à peu près pour arriver à la rigueur dans l'apprentissage. Parce qu'il ne peut pas avoir de l'apprentissage sans rigueur. Or, il ne peut pas avoir un enseignement scientifique négligé avec l'enseignement des mathématiques, par exemple. Bon, l'enseignement scientifique, ça passe par une formation mathématique qui permet un raisonnement, une capacité de raisonnement, qui permet une certaine rigueur dans la pensée, qui permet une certaine interaction dans les échanges, qui permet la précision. On ne peut pas rester dans la culture de l'à peu près. Il faut une formation scientifique qui nous met dans la compétitivité. Mais nous sommes trop... Avez-vous une pensée ou encore avez-vous une réaction par rapport au changement intervenu dans le système par l'actuel gouvernement? Et effectivement, j'ai suivi de près les efforts que font le ministère actuellement pour introduire des changements dans le système éducatif. Les intentions sont bonnes, les moyens, je ne sais pas, et les stratégies, c'est questionnable, mais les intentions sont bonnes. Par exemple, les différentes mesures qui ont été prises, ce sont des mesures élémentaires que tout système doit avoir. Mais critiquées par les syndicats. On peut savoir, mais bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils critiquent exactement là-dedans, mais exiger qu'il y ait dans les salles de classe des professeurs 4
qualifié, reconnu, avec un titre reconnu par l'État, c'est quelque chose qui se fait partout dans le monde. Et, exiger... pour moi, ces mesures sont des mesures élémentaires. Et ils appellent ça réforme, mais je ne prends pas le risque d'appeler ça une réforme. Ce sont des ajustements qu'on est en train de faire qui pourraient peut-être faciliter une réforme, mais là, il faut un consensus national pour penser la chose éducative et pour arriver à un accord sur au moins l'enseignement de base, la refonte du système, la révision des curricula. Merci Augustin Nelson. Sens de l'école et rapport au savoir en Haïti, c'est le titre de votre ouvrage. La vente signature est pour quand? La vente signature est prévue pour ce samedi 5 décembre, au Collège canado-haïtien. Je fais la présentation à partir de 2h. La présentation suivie de la vente dédicace de cet ouvrage. J'invite mes compatriotes et les étrangers aussi qui sont en Haïti ou bien qui sont en mesure de venir participer à cet événement que j'appelle un événement culturel, de venir participer à cet événement pour pouvoir prendre connaissance du contenu de l'ouvrage et aussi se saisir de l'invitation que je leur lance, à savoir se saisir de la question de l'éducation pour avoir une nouvelle société à partir d'une nouvelle école. Merci infiniment. Augustin Nelson, auteur de l'ouvrage « Sens de l'école et rapport au savoir en Haïti ». Merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci, M. Théodore, pour l'invitation qui m'a été lancée pour pouvoir échanger avec mes compatriotes sur un sujet aussi crucial, aussi déterminant pour sa croissance, pour son développement. Merci. Merci à vous tous. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le professeur Augustin Nelson était notre invité ce matin. Merci de votre intérêt. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel.